Dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir notre émission. Bonjour ou bonsoir ou pourquoi pas bon après-midi à vous. Comme vous le savez tous, notre émission parle de l'actualité de notre pays, le fait de s'informer sur tout ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Douglas Tshibambe. Monsieur Douglas, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis tout à fait content de votre plateau, votre émission et je remercie aussi Monsieur Peter Tchiani pour cette réalisation grand et il faut encourager encore. Voilà, Monsieur Douglas Tshibambe, parlons de l'actualité de notre pays. Alors, nous sommes dans parfaite actualité par rapport à la jeunesse et l'évolution de ce qui s'y passe dans notre pays. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023 ou est-ce qu'il y aura glissement? Merci pour cette question. Il faut savoir que l'aspiration du peuple congolais sur la question des élections, nous sommes dans un chemin, ou soit dans un schéma où nous avons déjà pris les engagements, tout le monde devant la nation à travers notre constitution, pour que les élections soient respectées en République démocratique du Congo après 5 ans. Donc, il faut le dire qu'avec cette allure qui a déjà été prise, c'est la voix populaire de toute la nation et aucun individu ou soit un groupe d'individus ne peut pas marcher sur la volonté collective de la population congolaise. Donc, c'est dans ce sens que nous disons que 2023, certainement, il y aura élection. Et le gouvernement est là pour que cette question soit traitée minutieusement, pour que les aspirations de la population soient respectées et surtout la voie de la démocratie que nous avons déjà entreprise dans cette nation doit être respectée pour que nous puissions donner les vrais signaux de la démocratie, du respect et de l'intérêt général de la population. Vous nous parlez du gouvernement. Le gouvernement confirme qu'il y aura élection en 2023. Mais selon nos sources, la CENI a des difficultés selon ce point. Oui, dans chaque organisation, il y a toujours des difficultés, mais cela ne veut pas dire que l'objectif principal doit être bafoué. Il est vrai que même dans nos propres ménages, il y a parfois des calendriers, qui peuvent présenter beaucoup de contraintes, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas arriver à notre objectif. Et la CENI connaît bien la mission qui est là, c'est organiser les élections en 2023, donc à sa fin. C'est ainsi qu'il pourrait avoir certaines contraintes que le président de la CENI a présentées, mais ce ne sont pas des contraintes de dire qu'il n'y aura pas élection. Ce sont des contraintes, des signaux d'alerte qui le gouvernement doit prendre en charge pour que toutes les contraintes qui ont été présentées sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, que le gouvernement qui est là pour cette question doit travailler efficacement pour que les élections puissent se tenir au respect du délai. Que conseillerez-vous au chef de l'État par rapport à cette question? Le respect de la Constitution. Le respect expliquez-vous, essayez un peu de vous expliquer. Oui, le respect de la Constitution, c'est-à-dire que le chef de l'État est élu une fois, pour 5 ans renouvelable une fois. Mais il peut aussi renouveler son mandat pour la deuxième fois. Oui, renouveler le mandat, c'est le droit constitutionnel. Il est là, il est chef de l'État, il est élu et la Constitution lui donne une deuxième possibilité qui peut encore se présenter aux élections, mais pas la troisième. C'est comme ça qu'il doit respecter ces délais pour que le peuple lui-même, qui lui a choisi par les élections, il doit respecter aussi les élections, parce qu'il faut le dire. Ce qu'il dit, c'est le deuxième président à être élu. Le deuxième président, d'une façon des ressortissants. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en politique et qui postule et qui doit être élu. Il y avait Kasavubu et aujourd'hui il y a Tshisekedi, mais tous les autres présidents ont passé par un chemin et aussi parfois aller vers les élections. Mobutu est passé par le coup d'État, Mouzé est passé par le coup d'État, Joseph Kabila est passé par la cooptation pour les élections, mais Tshisekedi est passé, c'est la première fois qu'il accède à la magistrature suprême par les élections. Donc c'est une histoire qui est marquée, qui nous donne aujourd'hui la fierté en République démocratique du Congo. Donc il en a droit de respecter le peuple congolais par rapport à ces schémas. Vous avez parlé du respect de la Constitution. Oui. Mais on a encore entendu dire que voilà, la CENI, notre CENI de la République démocratique du Congo est politisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la CENI a toujours été politisée. Donc vous appuyez ce n'est pas... Non, le problème, c'est les termes que nous utilisons en politique.
Mais comment expliquer que la CENI, vous ne voulez pas qu'elle soit politisée, mais il y a les représentants des partis politiques qui sont là. Il y a les anciens ministres qui sont membres de la CENI. Il y a les anciens députés qui sont membres de la CENI. Mais comment voulez-vous dire que la CENI n'est pas politisée? Okay. Donc la CENI, il faut dire au moins qu'il y ait un système de neutralité, mais plutôt dire qu'il est dépolitisé. C'est ce que nous devons expliquer aux gens. Mais quand on dit la CENI ne peut pas être politisée, mais pourquoi on doit prendre une décision concernant la CENI qui est d'abord prise par une autorité politique? C'est une question. Oui. Donc on ne peut pas dire en même temps qu'une structure ne soit pas dépolitisée, mais entre-temps, il y a des décisions politiques qui sont prises en sa faveur. Donc la CENI, elle est politisée. C'est ce qu'il faut savoir. La CENI, elle est politisée, mais nous demandons la neutralité aux représentants des regroupements politiques et des partis politiques d'être neutres sur la question des élections pour que la transparence puisse exister. Mais quand on doit dire non, nous ne voulons pas la CENI politisée, la CENI doit être politisée, mais là c'est aberrant. On ne peut pas se fier à un tel langage tant qu'il y a les gens qui ont des partis politiques, même les présidents des partis politiques qui sont là comme membres, et leurs membres des partis politiques connaissent bien que notre président est membre de la CENI, et tant qu'on est président d'un parti politique, c'est-à-dire qu'on est dans la politique. Mais comment peut-on dépolitiser quelque chose tant qu'il y a un politique qui est déjà là? C'est difficile. Il faut dire au moins que nous demandons la neutralité de la CENI et nous ne voulons pas l'implication d'une quelconque injonction politique. Comment nous allons avoir cette neutralité au sein de la CENI? La neutralité, c'est respecter la charte de la CENI. Okay. C'est respecter la charte de la CENI. On est là, nous sommes là pour organiser les élections. Nous sommes dans un système qui est majoritaire. Celui qui obtient la majorité aux urnes est automatiquement élu en ce qui concerne le président de la République. Mais pour les députés, il y a par exemple les quotas sur la proportionnalité, sur les calculs des élections, et ça doit être respecté ainsi. Le mal, c'est quand vous êtes là et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas élu, et vous le prenez, vous le bradez à la place de celui qui est élu, et ça crée des confusions. C'est ainsi qu'il y a des problèmes sur le plan électoral. Il y a aussi une autre question, c'est de comprendre le mode électoral que nous avons. C'est quel mode par rapport à notre loi sur la CENI. Donc tout ça, ça doit être compris par les acteurs politiques, par la jeunesse et par aussi la population pour que cela soit respecté. Parce qu'il y a des fois que quelqu'un peut avoir 10 000 voix, mais celui qui a 5 000 voix peut passer député. Parce qu'on parle de la proportionnalité électorale. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Douglas. Parlons toujours de l'actualité. Que pensez-vous de l'affaire François Beya? C'est lui qui a été ou qui est le conseiller spécial du chef de l'État, ainsi que du coup d'État qui a été préparé. Oui, le problème de présumé coup d'État, ou soit la tentative à la sûreté de l'État, c'est une question que nous attendions tous avoir par une voie officielle. On a suivi les communiqués du porte-parole du président de la République, M. Kasongo Mwema, qui a communiqué, qui a parlé, il y a des questions, il y a encore des enquêtes. Donc, la question sur cette affaire, ça se pose en plusieurs angles. La première question qu'on doit se poser, est-ce qu'il est important qu'aujourd'hui, la RDC, nous puissions revenir encore sur la question des coups d'État? Est-ce que le coup d'État est important encore dans notre pays? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que la RDC, c'est un pays qui a connu beaucoup de choses. Il a connu une histoire douloureuse depuis l'accession à l'indépendance. Nous avons, dès la veille de l'indépendance, un coup d'État, les institutions sont déstabilisées, on pensait à une démocratie, mais on est arrivé dans un schéma de la dictature. De la dictature à une autre dictature. Et aujourd'hui, nous avons pris un schéma des élections. C'est ce qui a été trouvé par le peuple congolais, par les accords de Sun City, les accords de Pretoria, pour que cela puisse nous donner une paix totale, afin que nous puissions tous être aux alentours et que le meilleur puisse gagner selon la volonté de la population. Mais si nous voulons aujourd'hui revenir encore sur une histoire des coups d'État, c'est-à-dire que nous sommes en train de zapper la mémoire de tous ceux qui ont été en Afrique du Sud pour que la République démocratique du Congo soit un pays démocratique et que l'accession à la magistrature suprême puisse passer par les élections. Donc, ne pas passer par les élections, c'est bafouer tous les travaux qui ont été faits depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Parce que la lutte que nous avons, c'était pour qu'il y ait les élections. C'est la même lutte que Tshisekedi a lutté contre Mobutu, pour qu'on ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Les élections doivent être mises en place dans une république pour que la concurrence
sur le plan électoral, donne la motivation à la population. Les choix de la population doivent primer au-delà de tout parce que c'est la population qui est l'arbitre de la nation. C'est comme ça que si aujourd'hui on peut accepter cette question, donc c'est vraiment jeter la boue ou soit les salives sur tous ceux qui sont morts durant les années 2018-2017 pour chercher les élections dans ces pays. Donc c'est oublier les combats de Lumumba, oublier le combat de Tshisekedi, oublier le combat de tous nos héros qui se sont battus pour que ce pays soit un pays démocratique. Toujours dans le cadre ou dans le vif sujet de François Béat, conseiller spécial du chef de l'État. Beaucoup estiment que c'est un coup monté contre lui. Beaucoup peuvent estimer, mais la question revient à la justice. Et beaucoup, c'est qui? Parce que c'est la justice qui peut prendre un dossier, qui étudie un dossier, et la justice connaît bien pourquoi... C'est seulement une partie de cette justice qui estime que voilà, c'est un coup monté. Non, moi je n'ai jamais suivi un communiqué de la justice qui dit comme ça. Je n'ai jamais suivi, au moins que vous avez des sources parfois que je ne connais pas. Non. Mais sinon, je vous rassure qu'à toute question qui concerne la sûreté de l'État, il y a toujours les enquêtes qui s'y mènent. Donc, il n'y a pas la condamnation de François Béat, il faut quand même qu'on le dise. Il n'y a pas condamnation, mais sinon, il est encore présumé innocent parce qu'il n'y a pas encore condamnation. Il doit y avoir les enquêtes et l'État congolais est en train de mener toutes ces enquêtes pour trouver quand même les éléments de base. Et si ces éléments de base prouvaient que réellement il y avait un coup qui a été monté et raté, la justice doit se prononcer et il y aura un communiqué officiel. Selon vous, M. Douglas, est-ce qu'un coup d'État peut être monté par une seule personne? Le problème des coups d'État, c'est tout un système. C'est tout un système. Mais le problème, c'est que si ce système-là, et que vous êtes la première personne qu'on a ciblée, parce que c'est question des informations. Si François Béat aujourd'hui se défendait très bien, donner les informations qui lui semblent innocentes, il sera relâché. Mais si les informations parfois qu'il pourra donner ne sont pas convaincantes, donc à ce moment-là, il faut encore poursuivre encore les enquêtes. Les coups d'État ne peuvent pas se monter par une seule personne, mais les coups d'État, c'est tout un système qui est mis en place. Il y a toujours des agendas cachés, il y a des personnes qui se cachent derrière, il y a parfois un groupe d'armées, il y a un groupe parfois des expatriés qui supportent que la RDC soit toujours déstabilisée pour piller nos ressources naturelles. Donc, construire cette nation en paix, ça gêne beaucoup. C'est ce que nous, Congolais, nous devons comprendre. Quand la RDC est unie, quand la RDC est en train de progresser dans un chemin, dans une voie de paix, c'est-à-dire que cela engendre parfois les désaccords de l'Occident ou soit des autres nations. Mais quand nous sommes dans les désordres, sachez bien que ça plaît beaucoup à d'autres personnes qui veulent toujours à chaque fois piller les ressources de la République démocratique du Congo, qui veulent toujours que nous soyons dans des guerres pour qu'ils entrent, qu'ils en profitent, par les ONG qui profitent de certaines actions humanitaires pour piller nos richesses. Donc c'est comme ça qu'on veut de notre pays. Mais lorsque nous allons prendre la conscience que l'intérêt général sur l'intégrité nationale soit mis en place et que la sécurité de nos frontières soit la charge de tout un compatriote, à ce moment-là, vous verrez que certains pays vont tomber. Aujourd'hui, je vais vous donner un cas par exemple. En 2011, le Rwanda faisait 25 000 tonnes dans sa raffinerie d'or. Mais aujourd'hui, vous savez c'est combien? C'est 11 kilos. Est-ce que vous pensez que la RDC pourrait être en paix? Non. Il ne peut pas être en paix. Merci beaucoup, M. Douglas. Parlons du dossier Kabound. Kabound vient de quitter le pays aujourd'hui et être désavoué de l'UDPS. Que pensez-vous de ces dossiers? Après tout ce que Kabound a fait pour l'UDPS, vous saviez tout ce qui s'est passé lors du dossier Kabound. On lui a attaqué, humilié, chassé, jusque dans sa maison. Les forces armées républicaines sont entrées jusque dans sa maison pour l'humilier. Et aujourd'hui, Kabound est désavoué de l'UDPS et il vient de quitter le pays. Que pensez-vous de ce dossier? Le problème de M. Kabound, c'est un problème d'abord qui, quand vous lisez la réalité de ce qui se passe, vous allez trouver seulement que les Congolais entre eux ne s'aiment pas.
Et quand quelqu'un prend l'ascension pour être élevé, ça c'est toujours des combats pour les rabaisser encore plus bas. C'est d'abord le problème. Donc il y a une réalité qui est à des fois politique, plus d'abord politique. Il faut d'abord savoir que le problème d'abord de Kabound, il y a une question qui se pose sur l'union sacrée. L'union sacrée a été constituée et que Kabound était le moteur de l'union sacrée dans sa constitution. Il est arrivé qu'au moment où il doit y avoir même partage des postes, c'est Kabound qui doit être là pour gérer toutes les composantes pour que cela marche dans la satisfaction. Mais il peut y avoir aussi des mécontentements de certaines personnes, parfois de sa famille politique, qui peuvent croire que la personne a pris une ascension après ce qu'elle dit, c'est lui. Il y a d'abord cette question. Et la deuxième question aussi, il y a un problème par exemple sur son positionnement au niveau des partis politiques, tant qu'avec le régime Kabila et le régime Tshisekedi plutôt, qui les condamne à bien gérer avec cette majorité de l'union sacrée, et au moment où la question de l'union sacrée n'est pas traitée par Kabound, il sera difficile pour que tous ceux qui sont venus puissent exprimer leur vouloir et leur volonté. C'est comme ça que Kabound était le central de tout. En état central de tout, ça lui a créé beaucoup de problèmes au sein de son parti politique parce qu'il était là comme gestionnaire de tous les postes qui devraient être pris par l'union sacrée. Et au niveau de l'UDPS maintenant, je suis sûr qu'il y a eu des frustrations parce que certains postes devraient parfois été enviés parfois par d'autres personnes, mais vu la configuration de l'union sacrée, on devrait voir bien les quotas, comment ça devrait être représenté. Et tout cela, ça a créé des frustrations au sein de quelques personnes qui ont voulu que Kabound était mauvais et il fallait seulement attendre l'incident routier pour que Kabound soit désavoué. C'est là où vous allez voir que avec l'expérience politique, avec la coordination des choses, comment ça doit se passer, vous verrez qu'il est vraiment aberrant de trouver qu'une situation routière passe par un parti politique, par les regroupements et passe par la JR. Parfois, nous pouvons dire oui, ils étaient lésés parce que leur a été humilié par la garde de M. Kabound. C'est comme ça qu'ils ont voulu revendiquer, même dans la colère. On peut dire ça, mais la justice pourra prendre... Par là, pensez-vous que nous avons l'état de droit dans notre pays? Je suis en train de terminer. Okay. C'est par là, parfois, on peut se dire quand même que la JR a agi. Mais pourquoi cette question va transcender les aspects routiers et ça doit arriver à avoir un groupe parlementaire qui font des déclarations, qui désavouent, qui réclament, qui réitèrent leur volonté à soutenir Félix Tshisekedi. Mais comment expliquer que vous êtes groupe parlementaire et au même moment, vous voulez maintenant exprimer encore pour dire que non, nous réitérons. C'est un peu compliqué avec la politique de notre pays. Et cela passe par un parti politique qui doit les désavouer et en plus exclure du parti. Donc, c'est un mauvais exemple que moi j'ai dit qu'ils ont donné, l'UDPS a donné un mauvais exemple à la jeunesse parce que voir les sacrifices que Kabound a fait au sein du parti et au soir l'exclure du parti, donc c'est jeter tous ses efforts dans l'eau et ça ne peut pas donner un bon modèle et une aspiration, soit un encouragement pour la jeunesse d'aujourd'hui d'accéder encore, soit d'adhérer dans des partis politiques où il doit mettre toute son énergie et à la fin, il doit être exclu du parti. Vous voyez un peu ça? C'est très compliqué. C'est un mauvais message. Que l'UDPS qui prenait la démocratie, qui prenait la liberté, qui prenait le progrès social, aujourd'hui l'UDPS doit exclure un bon cadre qui a fait tout de son mieux pour que aujourd'hui l'UDPS, qui a contribué parmi tant d'autres, pour que l'UDPS aujourd'hui soit au pouvoir, mais arrivé au pouvoir, on doit l'exclure. Mais quand même, c'est un parcours qu'il a déjà fait, il a déjà marqué son histoire. Vous ne pensez pas à la déstabilisation du parti politique UDPS ainsi qu'au pays? Non, il n'y aura pas de déstabilisation au niveau de l'UDPS. l'UDPS, quand ils ont exclu M. Kabound, ils ont cru à eux-mêmes qu'il y a quand même des bases. Et au pays, non, ça c'est une affaire interne. Mais sur le plan national, Kabound est toujours vice-président. Il n'est pas désavoué par l'Assemblée nationale. C'est là où il y a une autre question qu'on doit se poser. L'Assemblée nationale doit aussi s'exprimer. Il y a une expression de l'UDPS qui a exclu et qui a suspendu. Là, Kabound n'est plus de l'UDPS. Et à ce moment, bien que le quota qui est à l'Assemblée nationale est de l'UDPS, il y a toujours une procédure à suivre. Si Kabound estime de lui-même
que par rapport à ce qui est arrivé au parti, je suis conscient, je démissionne, là vraiment c'est la bonne chance à l'UDPS. Mais si Kabound décide aujourd'hui qu'il ne va pas démissionner, il faut maintenant lui forcer à la démission. C'est là où moi j'ai la crainte. Est-ce que ce forcing à la démission tiendra ou ne tiendra pas? Parce qu'il faut que les députés s'expriment au sein de l'hémicycle. Et il faut maintenant se poser la question. Combien de députés issus de l'UDPS qui a exclu Kabound sont à l'Assemblée nationale? Il y en a 32. Et 32 sur combien? Sur 500. Est-ce qu'ils vont influencer leur volonté du parti au sein du Parlement? Je ne sais pas. C'est là où nous devons voir comment la politique va se dessiner. Et il faut savoir aussi que la majorité de ceux qui sont venus du FCC étaient derrière Kabound durant l'Union sacrée. Donc je ne sais pas si ces gens-là vont voter pour ou contre. Et les députés doivent s'exprimer en toute liberté. C'est là où nous laissons la place aux députés d'exprimer en toute responsabilité par rapport à la question. Parce qu'à chaque fois, on ne peut pas avoir toujours les problèmes qui se passent au parti et qu'on doit exclure un cadre au sein d'une grande institution qui est deuxième de la République pour des problèmes internes. Pour dire non, il y avait des problèmes, il a cogné, il n'a pas cogné, c'était les problèmes de la route. On doit quand même traiter certaines questions qui sont importantes plutôt que des questions qui ne contribuent pas à l'intérêt général de la nation. Voilà, M. Douglas Tshibambe, parlons du parti politique. Vous êtes le président du GEN, un leader de la jeunesse, oui, si on peut dire. Oui. Nous venons de suivre le lancement du siège de parti politique de l'ensemble. Quelles sont vos réactions et vos impressions suite à ça? J'étais tout à fait content et je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble pour la République. Vous savez, nous devons prôner ce qu'on appelle la culture de l'excellence. Avant tout, l'excellence doit être primée et doit être manifestée avant qu'on puisse aspirer à la gestion de la nation. Trouver un cadre d'abord qu'on doit former les nouveaux dirigeants du pays, c'est les bons investissements. Parce que le parti politique doit évoluer sur certaines structures organisationnelles qui sont basées sur le plan matériel, le plan financier et le plan aussi, je disais financier, matériel et aussi sur le plan idéologique. Alors avoir un cadre pareil pour les cadres d'un parti et la masse, en tout cas, moi je dis félicitations au président Moïse Katumbi, félicitations à l'ensemble, félicitations à cette organisation qui, c'est un go qu'on donne aujourd'hui au parti politique. L'ensemble pour la République, ce qui concerne son siège aujourd'hui, va rester une histoire et ça donne, je vais dire quoi, les go pass à tous les partis politiques et une leçon morale. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti politique nous donne des cadres et des cadres qui se construisent et qui roulent dans des carrosses, mais là où ils tirent leur pouvoir, vous ne pouvez pas trouver même une toilette. C'est une question difficile. Parlons de ça, parlons de ça. Comment se fait-il que un parti politique qui est au pouvoir, mais leur cadre manque même de toilettes? Vous êtes au pouvoir, vous avez de l'argent. Je ne dis pas d'abord du parti qui est au pouvoir. Je parle de tous les partis politiques. Vous avez déjà été dans des sièges de partis politiques? Oui, vous allez trouver les autres. Vous regardez, c'est seulement les noms qu'on a affichés devant. On vous dit si c'est nous socialistes, si c'est nous sommes lumumbistes, et nous sommes tout ce qu'on va vous dire. Mais quand vous allez entrer dedans, je ne sais pas si vous allez trouver même une chaise à la réception, ou vous allez trouver même quelqu'un qui est à la réception pour vous dire, monsieur, vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire? C'est vraiment difficile. Nous sommes jeunes, à des fois, certains me diront parfois, ah, au hasard, moi je ne suis pas de l'ensemble. Je ne suis pas de l'ensemble, je suis un analyste indépendant. Nous voulons un pays qui prospère avec les nouvelles énergies, avec les nouvelles idées, avec les nouvelles, des nouvelles intentions pour la nation. Vous savez, un parti politique, quand on étudie, nous, un parti politique, en bref, on vous dit, par les éminents professeurs, que le parti politique, c'est une république en miniature. C'est-à-dire que dans le parti politique, on va y trouver le président, il est comme l'institution président de la République. On va y trouver le premier ministre qui est le secrétaire général, qui gère le gouvernement, qui est le directoire. On peut y trouver l'inspection générale du parti, qui gère le contrôle, qui est comme le Parlement. On va y trouver d'autres cadres aussi qui composent comme les structures organisationnelles que nous avons au sein de la nation. Mais si le parti lui-même est trop sale,
et le parti n'a pas de cadre pour accueillir. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est comme ça que vous allez trouver dans notre pays, quelqu'un est ministre, vous allez trouver même le ministère qu'il gère est trop sale. C'est dû à quoi? Il est venu d'une source qui apporte toujours cette vision. Oui. C'est-à-dire que cette personne est venue dans un cadre où le respect du lieu du travail n'est pas dans sa tête. Mais si quelqu'un vient dans un parti où il a un bureau, il est climatisé, il a quand même là où il peut se laver les mains, il a quand même l'endroit où il peut se soulager. C'est-à-dire que la personne, quand elle vient aussi quelque part, dans un ministère, il dira quand même non, on ne peut pas vivre dans cette condition parce que les conditions du travail ne sont pas réunies. Mais quand on trouve un parti politique et quelqu'un, les gens se rassemblent, je ne sais pas où, et tout d'un coup, quelqu'un est nommé ministre, cette personne n'amènera pas la culture d'excellence. Vous allez me dire combien de secrétariats généraux ici? Quelle est la plus meilleure que vous pouvez entrer dans leur bureau et vous allez trouver des triplex, des chaises en bois, tout cassé, la poussière. Quand vous vous asseyez comme ça, vous sortez les habits sales. C'est tout ça, c'est la mauvaise culture d'excellence que les gens n'ont pas vue. Oui. Mais quand il y a un parti qui donne cette image, nous pouvons que suivre. Oui. Ici au Congo, on avait des chaînes qui étaient analogiques, tout ça. Mais à un moment, quand il y a eu Télé 50, Télé 50 a donné le go. Vous allez voir aujourd'hui que toutes les chaînes qui viennent après, ça prend quand même l'allure de l'image Télé 50 à Main TV. C'est parce qu'ils ont quand même révolutionné le monde de la télévision. Oui. Ce n'est pas pour dire que nous sommes fans de Moïse Katumbi, ce n'est pas pour dire que je suis membre d'ensemble, mais j'apprécie l'acte qui est fait. Parce que les faire comme ça, oui. Je dis quand même que tous les présidents des partis politiques ont eu quand même un coup de fouet et nous les poussons à les faire comme ça. Voilà, M. Douglas, un coup de chapeau au prochain, le chairman, notre papa, le président Moïse Katumbi. On t'aime beaucoup et félicitations à vous. Revenons encore sur vous, vous êtes le leader de la jeunesse. Oui. Que doit faire la jeune, le jeune plutôt, d'aujourd'hui, de notre pays, par rapport au service de notre pays? Oui, je profite d'abord de cette occasion pour communiquer aux jeunes qu'il y a consultation nationale de la jeunesse, okay, au Conseil national de la jeunesse. Et dans cette consultation, le président William Wakambile est en train d'organiser cette consultation sous le leadership ou sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, pour que les jeunes puissent s'exprimer dans les questions qui concernent leur secteur, donc la jeunesse. Nous avons été là, nous avons été aussi accueillis, nous avons présenté aussi nos recommandations par rapport à la jeunesse. Et il y a aussi la tribune populaire de la jeunesse qui sera organisée le 26 février à l'explanade du Palais du Peuple. Nous vous demanderons aussi que vous puissiez vulgariser le message où tous les jeunes de la ville de Kinshasa sont invités parce qu'il y aura des tournées aussi dans des provinces, ça se fera aussi dans les provinces. Et cette organisation nous pousse à ce que tous ceux qui murmurent sur la question des jeunesses, que nous puissions quand même mettre nos énergies ensemble pour que nous puissions voir la ligne à suivre et quel modèle, type du travail que nous pouvons adopter chacun dans son secteur. Voilà au moins une parenthèse que j'avais ouverte. La contribution à la jeunesse par rapport au sein de notre nation, la jeunesse a une grande responsabilité. La représentation d'une nation comme la République démocratique du Congo, l'image est représentée par la jeunesse. Parce que la jeunesse représente 80% de la population et la jeunesse est trop populaire. Donc la jeunesse mal éduquée identifie la nation qui n'est pas aussi bien éduquée. La jeunesse qui prévoit quand même l'entrepreneuriat et la bonne culture, ça donne aussi le succès et la réputation aussi à une nation. Donc nous, jeunesse, chacun dans ce qui lui concerne dans sa catégorie, il y a ceux qui font la politique, il y a ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, il y a vous qui êtes jeune aujourd'hui, journaliste. Donc nous devons prôner l'excellence dans ce que nous sommes en train de faire. Le mal, c'est que c'est comme si on nous a vacciné une culture d'indépendance totale, où les jeunes ne savent pas se décider, les jeunes ne savent pas prendre une initiative personnelle, il doit toujours être accompagné comme un bébé qu'on tient à la main. C'est ce qui fait aujourd'hui que nos pays francophones, les jeunes sont trop bébés. Il faut qu'un aîné puisse trouver le travail pour qu'il puisse tirer un jeune. Mais vous ne pouvez pas trouver qu'il y a des jeunes qui s'expriment de soi-même. Ils sont rares, ils sont minimes par rapport au pourcentage que nous représentons. C'est comme ça que nous voulons quand même pousser un nouveau leadership et organisationnel au sein de la jeunesse, que les initiatives
parfois qui, avec des contributions que nous avons données aux consultations nationales de la jeunesse, pourront contribuer positivement à la vie et à l'avancement de la jeunesse. C'est comme ça que dans cette initiative, nous voulons que les jeunes, comme le disait dans le temps, que les jeunes Congolais sont le marchepied des politiciens. Donc nous ne voulons pas que ces langages puissent se répéter. Nous voulons une jeunesse qui prend la responsabilité, surtout dans les élections qui viennent en 2023. On ne peut pas voter quelqu'un parce qu'on est fan, il est de votre tribu, il est de votre quartier. On doit voter quelqu'un qui présente les idées, qui représente l'intérêt général de la nation. Voilà, M. Douglas, nous sommes déjà à la fin. Voilà. La télé, c'est le temps. Un dernier mot, pendant 2 secondes, juste pour quitter le plateau. Oui, un dernier mot, je lance un message au sein de tous les jeunes que nous devons, c'est le temps qui nous est favorable actuellement de nous mettre ensemble. Les initiatives que vous avez sont les initiatives qui peuvent apporter haut notre nation dans vos domaines, que ce soit sportif, que ce soit culturel, que ce soit journalistique, que ce soit éducationnel, dans tous les domaines que vous faites. Nous voulons une jeunesse forte cette fois-ci et une jeunesse qui doit déterminer l'avenir de la nation. Nous ne voulons plus une jeunesse qui reste trop dépendante et une jeunesse qu'on doit manipuler, mais nous voulons une jeunesse responsable et patriotique. Merci beaucoup, M. Douglas, pour avoir accepté notre invitation. Et je dis déjà merci à la régie. Là, je vois Papa Fia. Je dis merci à Réveil Coupa, Belgodor, ainsi que Emmanuel Semtiani. Et merci à notre DG, M. Peter Tiani. Je vous dis déjà bonjour, bonsoir et à très prochainement, fabuleux téléspectateurs.